Salut à toutes et à tous. Merci de vous abonner à notre chaîne si vous nous découvrez. Aujourd'hui nous allons parler de la maca dont le nom scientifique est le Lepidium meioni. Premièrement, voyons voir d'où provient la maca. La maca est une plante de la famille des Brassicacées, poussant entre 3000 et 4000 mètres d'altitude sur les hauts plateaux de la région andine du Pérou. Elle est aussi appelée ginseng du Pérou, ou Viagra péruvien. Deuxièmement, nous allons voir la description botanique de cette plante. Il s'agit d'un tubercule. Ses parties aériennes ressemblent à des feuilles de pissenlit, disposées en rosette. Ses feuilles basales sont en rosaces aplaties sur le sol. Une des caractéristiques de la maca est qu'elle ne possède pas de tige apparente. La racine est un tubercule, de forme ovale, de couleur blanche voire crème, pourpre ou grise, selon la variété. Sa saveur est proche du caramel ou du café au lait. La maca contient de nombreux constituants chimiques pour ses propriétés thérapeutiques. La maca contient 59% de glucides, 10,2% de protéines, 8,5% de fibres et 2,2% de lipides. La maca est riche en bases comme l'adénine, en acides aminés comme l'alanine et la glutamine, et en nutriments comme la choline. Elle est constituée d'amines comme les macamides et la macaène qui possèdent plusieurs propriétés, telles que l'amélioration des performances sexuelles et des activités neuroprotectrices. Il y a des alcaloïdes comme les bêta-carbolines qui inhibent la monoamine oxydase qui dégrade 20% de la dopamine dans le cerveau. Il y a aussi des imidazoles. Il y a plusieurs stérols comme le cytostérol, le campestérol, l'ergostérol, le brassicastérol et l'ergostadiénol qui diminuent le cholestérol. La maca contient des minéraux dont le plus abondant est le potassium, accompagné du phosphore, du calcium, du sodium, et du magnésium. Elle contient également des vitamines comme les vitamines B1, B2 et B12. Le saccharose et le glucose sont les sucres les plus fréquents de la plante. La maca contient des isothiocyanates aromatiques ayant une activité insecticide sur les larves et les œufs de charançon. Pour finir, elle contient aussi de l'amidon. Les différentes variétés de maca ainsi que des conditions environnementales particulières peuvent faire varier sensiblement la composition en acides gras. Maintenant nous allons parler des propriétés pharmacologiques de la maca. La poudre de maca serait riche en substances antioxydantes comme les catéchines et les glucosinolates. Ainsi, la poudre de maca pourrait lutter contre le stress oxydatif en neutralisant les radicaux libres. Il semblerait que la maca améliore la fertilité masculine. En effet, plusieurs études prouvent une augmentation du désir sexuel et de la production de spermatozoïdes, en passant par une augmentation de la concentration de sperme, du volume d'éjaculation, ou encore une amélioration de la mobilité des spermatozoïdes. La poudre de maca améliorerait les fonctions cognitives grâce à la macamide qui est neuroprotectrice. La poudre de maca améliorerait et préviendrait les dommages cutanés causés par les rayons UV du soleil. En outre, elle accélérerait la cicatrisation des plaies. Ensuite, la poudre de maca diminuerait la glycémie en influençant l'insulinémie. En effet, une étude observe une augmentation de la teneur en insuline. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. Pour finir, la poudre de maca semble améliorer la mémoire et les déficits de l'apprentissage. Maintenant, nous allons parler des recettes de phytothérapie. Elles ne sont pas nombreuses mais elles sont faciles à faire et restent efficaces. Les recettes aphrodisiaques sont basées sur la poudre. Le plus simple est de l'utiliser diluée dans un verre d'eau, des thés, des jus de fruits ou des infusions. Pour un effet énergisant, la maca est consommée toute crue avec de l'eau. La partie comestible de la plante est l'hypocotyle, comme le tubercule, qui peut être utilisé à la fois frais et séché. Le mode de préparation est le suivant, les hypocotyles frais sont bouillis dans l'eau. Puis ils sont soumis à un séchage naturel et traditionnel en plein air. Après séchage, les hypocotyles sont lavés, broyés pour obtenir une farine d'une taille de particules de 0,8 mm qui sera stockée pour utilisation. Vous trouverez la maca sur le marché sous plusieurs formes comme les poudres, les gélules et les comprimés. Nous allons finir en parlant de la toxicologie de la maca. La maca est contre-indiquée à des doses supérieures à 0,6 g par jour, aux personnes atteintes du syndrome métabolique, qui risqueraient de voir leur pression artérielle augmenter. Aucune étude n'ayant été effectuée chez la femme enceinte, l'usage de maca est déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes, tout comme chez l'enfant. Il est recommandé de faire des cures de 2 à 3 mois de maca et de ne pas prendre cette plante au long cours même s'il n'existe pas de problème connu.
Nous voici à la fin de cette vidéo sur la maca. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler du girofle. Son nom scientifique est le Syzygium aromaceum et elle est de la famille des myrtacées. Quelles sont les origines du girofle? L'Indonésie, en particulier les îles Moluques, représente le berceau de la culture du giroflier. Le Zanzibar, un archipel tanzanien, est aussi un pôle important dans la production du clou de girofle. Quelles sont les caractéristiques botaniques du giroflier? Il s'agit d'un arbre ligneux de 6 à 12 mètres de haut, qui peut vivre jusqu'à 150 ans. C'est une plante sempervirente, pyramidale ou conique, qui possède un tronc principal de forme oblique. De nos jours, il ressemble souvent à un arbuste car il est régulièrement taillé pour faciliter la cueillette. Bien que le pivot puisse atteindre 2 à 3 mètres de profondeur, la majorité des racines est peu développée et reste superficielle, à 60 cm du sol. Les racines superficielles forment un chevelu utilisant facilement les matières minérales du sol. Le tronc est d'allure oblique, et divisé en deux parties à la base, ce qui lui donne sa forme caractéristique de pyramide. Il est recouvert, ainsi que tous les rameaux, d'une écorce lisse et de couleur gris clair. Une fois les branches sectionnées ou cassées, elles bifurquent, ce qui donne un aspect buissonnant à l'arbre. Les feuilles sont persistantes et coriaces. Elles sont positionnées de manière opposée sur le rameau, et leur limbe, simple, fait environ 10 cm de long pour 3 cm de large, ce qui leur confère une forme ovale voire lancéolée. Les nervures sont nombreuses mais ne se voient pas beaucoup et la marge de la feuille est lisse. Les fruits sont nommés « entoffles » dans le commerce. Ce sont des petites baies elliptiques, d'environ 2,5 cm de long pour 1 cm de large. Ils sont de couleur pourpre, généralement uniloculaires, et ont une ou parfois deux graines à enveloppe rouge. Les fleurs sont disposées en cymes, de 3 à 20 fleurs blanches, hautement aromatiques. La corolle est composée de 4 pétales caducs cohérents, qui alternent avec les sépales. Ce qui est communément appelé clou de girofle, correspond à la fleur à l'état de bouton non épanoui, comprenant le calice et la corolle. Le giroflier donne des clous à partir de la 5e année. Autour de la 8e année, la récolte est exploitable, mais le giroflier n'atteindra sa pleine production qu'à 20 ans. Un giroflier peut produire pendant 75 à 80 années, et ces vieux arbres peuvent donner 50 kg de clous frais par an. La cueillette se fait à la main, puis les clous sont séparés des griffes. Les clous roses vont sécher pour permettre leur conservation. 35 kg de clous frais donnent 10 kg de clous secs. Quels sont les différents constituants chimiques du giroflier? Le girofle est riche en terpènes comme l'alpha-humulène qui a des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses. Et en bêta-cariophyllène qui est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires, antivirales, antispasmodiques et anticolytiques. Comme autres terpènes, il y a le camphène qui est réputé pour ses propriétés médicinales en tant qu'antispasmodique et stimulant bronchique. Il y a aussi le pinène qui a des propriétés anti-infectieuses respiratoires et antitumorales. Le clou de girofle est riche en eugénol qui appartient aux phénylpropanoïdes. Il a des propriétés anti-infectieuses et antiseptiques et il possède un pouvoir anesthésiant. Il est utilisé par les dentistes, sous la forme d'eugénate, servant en chirurgie dentaire pour des pansements et l'obturation de canaux. On y trouve des éthers comme le méthylogénol. Bien qu'en général les éthers apportent des propriétés intéressantes aux huiles essentielles, dans le cas du méthylogénol, sa concentration devra être inférieure à 0,5% afin de minimiser les risques d'irritation et d'allergie cutanée. L'huile essentielle du clou de girofle contient des esters aromatiques comme l'acétate d'eugényle, issu de l'eugénol et le salicylate de méthyle. Ce sont des molécules antispasmodiques musculotropes, neurotropes, antibactériennes et stimulantes générales. Bien que présents en faible quantité dans l'huile essentielle de clou de girofle, il y a les aldéhydes aromatiques. L'oxydation de l'eugénol aboutit à la formation d'un aldéhyde aromatique, la vanilline. C'est par ce procédé que l'arôme artificiel de la vanille a été synthétisé durant de nombreuses années. Pour finir avec les constituants chimiques, il y a les oxydes sesquiterpéniques. Leurs propriétés restent mal connues, mais il s'agirait de molécules anti-inflammatoires et faiblement anxiolytiques. Parmi elles, on distingue l'oxyde de cariophyllène qui est présent dans l'huile essentielle. Comment extraire l'huile essentielle de girofle? Il existe plusieurs méthodes d'extraction qui sont choisies en fonction de la plante et de la fragilité de ses composants. Pour extraire les huiles essentielles du giroflier, la méthode de la distillation à la vapeur d'eau sera préférée. Le principe consiste à chauffer l'eau à basse pression afin que ces vapeurs traversent et imprègnent la matière végétale. Ensuite, les vapeurs se condensent et constituent l'eau florale et l'huile essentielle récoltée dans le florentin. Deux phases se forment, une phase aqueuse et une autre phase contenant l'huile essentielle. Tous ces composés sont à l'origine des propriétés pharmacologiques du giroflier.
Le girofle a des propriétés anti-inflammatoires grâce à l'eugénol qui inhibe la cyclooxygénase et la voie du NF-κB qui est une protéine de la superfamille des facteurs de transcription impliqués dans la réponse immunitaire et la réponse au stress cellulaire. Le girofle a des propriétés cicatrisantes. En effet, la présence de nombreux constituants de son huile essentielle sont à l'origine de cette propriété. En dentisterie, l'eugénol est utilisé pour fabriquer un ciment dentaire provisoire pour le pansement des cavités de caries avant de passer à l'obstruction définitive. Il permet aussi d'élaborer des bains de bouche et des pâtes gingivales afin d'agir contre les infections comme la gingivite et il soulage une rage de dents. Le girofle a une activité antibactérienne contre les bactéries gram-positifs comme Staphylococcus aureus et gram-négatifs comme Pseudomonas aeruginosa. Il est antifongique contre Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, et est intéressant pour les vaginites mycosiques. Il est antiviral en stimulant le système immunitaire. Il est actif contre les maladies virales respiratoires comme les bronchites aiguës ou chroniques, les maladies tropicales comme le zona. Il est aussi intéressant pour l'herpès simplex et le virus de l'hépatite C. Le girofle est stimulant général. Il augmente l'activité du système nerveux et va procurer de l'énergie. Il est aussi immunostimulant en augmentant le nombre de globules blancs. Enfin, le girofle a des propriétés antispasmodiques. C'est-à-dire qu'il combat des spasmes, qui sont des contractures ou des crampes, souvent douloureuses. Ils sont principalement localisés au niveau digestif ou génito-urinaire. Voici quelques recettes de phytothérapie. Si vous aimez notre chaîne, merci de nous soutenir en vous abonnant. Première recette, recette contre le mal de ventre. En cas de douleur abdominale, on peut consommer les clous de girofle sous forme de tisane. Prenez quelques poignées de clous de girofle, et ajoutez de l'eau. Ensuite portez le tout à ébullition pendant 10 minutes, laissez infuser avant de filtrer la préparation. Comme posologie, prenez une tasse après les repas. Deuxième recette, recette contre les abcès. Dans une tasse d'eau bouillante, laissez infuser 5 clous de girofle durant 10 minutes. Ensuite, filtrez la préparation. Enfin, laissez refroidir puis imbiber l'infusion dans un coton et appliquer sur les abcès, 1 à 2 fois par jour. Troisième recette, recette contre le mal de dents. Mettre une goutte d'huile essentielle de clous de girofle dans la dent abîmée, ou sur du coton que l'on pose sur la dent, permet de calmer la douleur et réduit l'infection dentaire. Autrefois, le clou était directement mâché ou placé sur la gencive. Quatrième recette, recette contre les cystites. Ici, il faut masser le bas du ventre avec quelques gouttes de l'huile essentielle de girofle plusieurs fois par jour, le temps de la douleur. Cinquième recette, recette contre les onychomycoses. Les onychomycoses sont des infections fongiques de l'ongle ou du lit de l'ongle. En cas d'onychomycose, réalisez 2 à 3 applications locales d'huile essentielle de girofle sur la mycose pendant une quinzaine de jours. Sixième recette, préparation stimulante. L'eugénol, composant principal de l'huile essentielle a un parfum épicé, comme la plupart des autres phénols monoterpéniques, le thymol, le carvacrol. L'huile essentielle peut donc être utilisée en cas de manque d'entrain, de blues et d'épuisement, car elle redonne vitalité et énergie. Appliquez une goutte d'huile essentielle de girofle sur un support comme le miel, le sucre, un verre d'eau chaude et consommez, 2 à 3 fois par jour au maximum. Septième recette, recette contre les diarrhées, les aérophagies et les ballonnements. Il faut réaliser un mélange de clous de girofle, de cannelle et de citron. Dans le cas d'aérophagie, le mélange se prend après les repas, tandis que dans le cas de ballonnement, la prise pourra être faite lors des troubles ou juste avant les repas. Sur le marché, le clou de girofle est disponible sous de nombreuses formes. Vous trouverez directement les clous, des huiles essentielles et des poudres de girofle moulues. Nous allons finir en parlant de la toxicologie du girofle. Le principal organe où se produit le métabolisme des médicaments, ou autres principes actifs, est le foie. L'eugénol est donc métabolisé dans le foie. La quinone méthyle, qui est un composé conjugué issu du métabolisme de l'eugénol, provoque une toxicité, donc une hépatotoxicité. Les huiles essentielles peuvent contenir du méthyleugénol qui est génotoxique. Il se pourrait que le méthyleugénol induit une endoduplication et inhibe la topoisomérase 2.
Ceci endommage le matériel génétique des cellules. L'huile essentielle de clou de girofle ne se diffuse pas car elle est trop irritante pour les muqueuses respiratoires, tout comme les autres huiles essentielles phénolées. L'utilisation abusive de l'huile essentielle de girofle peut créer de graves lésions. À cause du surdosage, l'huile essentielle est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants de moins de 12 ans, aux hypertendus et aux personnes souffrant d'hépatite. Le clou de girofle est aussi contre-indiqué chez les personnes sous traitements anticoagulants et chez les personnes souffrant d'insuffisance hépatique. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante très connue en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Calotropis procera ou pommier de Sodome. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de nous soutenir en vous abonnant. C'est parti. Commençons en parlant d'abord des origines du Calotropis procera. C'est une plante répandue dans les régions sèches d'Afrique intertropicale. Elle est originaire d'Afrique de l'Ouest, du Nord, de l'Est et du Madagascar, ainsi que d'Asie. Elle est aussi commune au Moyen-Orient, notamment la péninsule arabique. Elle pousse sur une variété de sols, du plus fin au plus grossier. Deuxièmement, parlons de la description botanique de cette plante. Calotropis procera est un arbuste à bois mou. Les feuilles sont oblongues à largement obovées, cordées épousant la forme du cœur à la base, brusquement et brièvement acuminées à émousser au sommet. Elles atteignent 30 cm de long et 15 cm de large et sont dures, glauques et sans tige. Les tiges sont uniques ou plurielles, et peuvent atteindre 6 mètres de hauteur, avec un diamètre de cime jusqu'à 7 mètres. Les jeunes tiges sont de couleur vert grisâtre, de texture lisse et recouvertes de poils de couleur blanchâtre. Les tiges matures sont profondément fissurées et ont un liège de couleur brun clair. Ces fleurs sont nombreuses. Chaque grappe contient 3 à 15 fleurs entourées d'involucres de plusieurs petites bractées oblongues et pointues de caducées. La tige principale, le pédoncule, a une longueur de 20 à 55 mm. Les fruits sont verdâtres, de couleur bleue ou violette et sous-globuleux, de forme ovoïde oblique, gonflés et atteignant 10 cm de long et 8 cm de diamètre. Son sommet est arrondi, vert, spongieux et lisse. La fructification a lieu toute l'année. Les graines sont nombreuses, 350 à 500 par fruit. Elles sont plates, obovales, de 6 par 5 mm ou plus, avec un pappus blanc soyeux de 3 cm ou plus. Le Calotropis procera est riche en plusieurs composants chimiques nécessaires à ses propriétés thérapeutiques. Voyons voir ça ensemble. Calotropis procera est riche en cardénolides qui sont cardioactifs et sont de potentiels inducteurs d'autophagie dans les cellules cancéreuses issues de tumeurs solides. Il y a aussi le rutin qui est antioxydant et anti-inflammatoire. Deuxièmement, il y a l'amyrine et le lupéole qui sont des triterpénoïdes et ils fournissent à la plante des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes, hépatoprotectrices et gastroprotectrices. Le cyclosadol et l'acétate de calotropénil sont d'autres composés de cette plante. La dernière a des effets irritants. Pour continuer, Calotropis procera contient de la gigantine qui est une alcaloïde tétrahydroïchoquinoline et il contient aussi des acides gras qui maintiennent une bonne lipidémie. Pour finir avec les composés chimiques, cette plante contient des acides aminés essentiels au corps humain et elle contient de l'alpha-calotropone qui est cardiostimulant. Maintenant, nous allons parler des propriétés pharmacologiques du Calotropis procera. Le Calotropis procera est très efficace pour traiter certaines maladies infectieuses à cause de ses effets antimicrobiens liés à certains composés cités précédemment. De plus, l'effet antimicrobien va s'étendre aux parasites, plus précisément aux helminthes. Donc Calotropis procera a des effets anti-helminthiques. Comme vu précédemment, cette plante contient des composés qui lui fournissent des propriétés anti-inflammatoires, c'est-à-dire contre les inflammations. Calotropis procera va avoir aussi des propriétés antidiabétiques en diminuant la glycémie. Cette plante a aussi des propriétés antidiarrhéiques. Avec la présence de composés comme les cardénolides, Calotropis procera a des propriétés antitumorales, donc elle peut être utile contre certains cancers. Cette plante a des propriétés antioxydantes en empêchant les radicaux libres d'oxyder les cellules de l'organisme, donc de limiter la dégradation et le vieillissement prématuré des cellules. Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, cette plante a des effets lactagogues, donc qui favorisent la sécrétion de lait. Nous allons maintenant parler des recettes de phytothérapie à base de Calotropis procera. Cette première recette n'est pas une recette de phytothérapie, mais plutôt alimentaire.
Le Calotropis procera est utilisé comme coagulant dans la fabrication du fromage par les éleveurs Peul, en particulier au Bénin et au Nigeria. Il existe plusieurs techniques traditionnelles d'extraction du coagulant. Le plus fréquemment, on pile les feuilles ou la tige et on ajoute un peu de lait. Le mélange obtenu est filtré puis ajouté au lait sur le feu. Comme deuxième recette, le latex de la tige est utilisé pour la teigne. On peut l'appliquer directement sur les teignes. Troisième recette. Mettez 30 g de matière végétale séchée dans 900 ml d'eau. Ensuite, laissez mijoter jusqu'à réduction à 600 ml. Comme posologie, prenez 1 à 3 cuillerées à soupe par jour pour les douleurs abdominales. Quatrième recette. On peut appliquer le latex sur les plaies sales et infectées. Pour la réalisation, faites une solution en diluant le latex à 1% dans l'eau. Si vous n'avez pas de Calotropis procera chez vous à la maison, vous pouvez vous procurer certains produits à base de Calotropis procera sur le marché. Calotropis procera est disponible sous plusieurs formes sur le marché, notamment en poudre, comprimé ou gélules et fleurs séchées. Finissons en parlant de la toxicologie du Calotropis procera. Le Calotropis procera n'est pas sans danger à des doses supérieures à la dose recommandée. À forte dose, il peut provoquer des convulsions et des vomissements. À forte dose, il peut aussi provoquer des diarrhées et des troubles digestifs. Une dose élevée de cette plante peut aussi entraîner un ralentissement du rythme cardiaque, ce qui peut être dangereux et mortel. Calotropis procera est dangereux pendant la grossesse et l'allaitement. Il faut éviter de l'utiliser. Il ne faut pas aussi l'utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Lors de l'utilisation à long terme, il convient de faire preuve de prudence chez les patients prédisposés aux troubles de la coagulation et au saignement. Calotropis procera peut augmenter les effets de la digoxine si les deux sont pris ensemble. Il pourrait également augmenter ses effets secondaires. Les deux ne doivent pas être pris ensemble. Il peut aussi avoir une activité diurétique, ce qui pourrait affecter le lithium dans le corps en diminuant le taux d'excrétion. Lorsque le taux de potassium dans le corps est faible, les effets secondaires de l'utilisation du Calotropis procera sur le cœur peuvent augmenter. Le Calotropis procera doit être utilisé avec prudence lors de l'utilisation de laxatifs stimulants tels que le bisacodyl, le cascara, l'huile de ricin, le séné et les diurétiques. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du cava dont le nom scientifique est le Piper metisticum. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de nous soutenir en vous abonnant. C'est parti, parlons du cava. Attention, il ne faut pas confondre le cava dont nous allons parler aujourd'hui avec un autre cava appelé Pomecia pinnata qui est un petit fruit comestible sphérique vert d'un arbre de la famille des sapins d'Astée originaire des îles du Pacifique. Commençons en parlant premièrement des origines du cava. Le cava est utilisé traditionnellement à des fins cérémonielles et médicinales par les habitants des îles du Pacifique. Il est aussi utilisé dans les cérémonies religieuses. De plus, il joue un rôle social et cérémonial important pour les différentes cultures d'Océanie. Deuxièmement, parlons de la description botanique de cette plante. Le cava possède de grandes feuilles lisses, de couleur verte vive, en forme de cœur d'environ 15 à 20 cm de long. Les tiges succulentes et épaisses ont des nœuds fortement renflés, dont la couleur varie du vert au noir. La fleur est un épi étroit jaune-vert discret. Il doit pousser pendant 2 à 3 ans minimum pour atteindre une puissance utilisable. La racine est épaisse, douce et boisée lorsqu'elle est fraîche, et qui se durcit en séchant. Le cava est riche en plusieurs composés chimiques. Voyons voir les plus importants. Premièrement, on a les cavalactones. Au total, 19 de ces alpha-pyrones ont été isolés des racines du cava. Elles sont classées en 3 familles, celles de la cavaïne, de la métisticine et de la yangonine. 6 de ces molécules représentent près de 96% des cavalactones.
La cavaïne est la principale cavalactone présente dans la racine de cava. Elle a des propriétés antiépileptiques, atténuant la contraction du muscle lisse vasculaire par des interactions avec les canaux sodiques et calciques voltage dépendants. La méthysticine quant à elle est identifiée comme un puissant inhibiteur de NF-κB qui joue un rôle clé dans la réponse immune et inflammatoire, le contrôle de la prolifération et l'apoptose. La méthysticine a une toxicité légère. La yangonine possède une affinité et une sélectivité de liaison aux récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2 où il se comporte comme un agoniste. Cela suggère que le système endocannabinoïde contribuerait aux propriétés anxiolytiques du cava. On distingue ensuite le groupe des flavocavaïnes. Ce sont des dihydrochalcones qui ont été étudiés en raison de leur possible effet hépatotoxique, mais également pour leur action anticancéreuse. Ils seraient à l'origine de l'hépatotoxicité du cava. Les flavocavaïnes A et C auraient des effets anticarcinogéniques et la flavocavaïne B serait principalement hépatotoxique en diminuant le glutathion. Elle contient d'autres composés comme l'amidon pour ses réserves. Quatrièmement, nous allons parler des propriétés pharmacologiques du cava. Le cava est reconnu pour ses propriétés anxiolytiques, c'est-à-dire qui diminue l'anxiété, les crises de panique, la peur et l'inquiétude extrême. Il a aussi des propriétés euphorisantes, c'est-à-dire qui rend allègre, enjoué, enthousiaste, heureux ou joyeux. Autre propriété pharmacologique du cava est sa propriété myorelaxante, c'est-à-dire qui relaxe et détend les muscles. Il a aussi des propriétés hypnotisantes. Ainsi, il peut avoir des actions sédatives et somnolentes. Il va aussi avoir des propriétés diurétiques. Donc il y aura augmentation de la sécrétion urinaire. Au vu des propriétés précédentes, on comprend parfaitement que le cava peut avoir des propriétés antidépressives. Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, il contribue au soulagement de la douleur en étant anesthésiant et antalgique. Parlons maintenant des remèdes à base de cava. La méthode traditionnelle est utilisée actuellement seulement dans certaines régions de Papouasie et du Vanuatu. Elle implique la mastication du rhizome frais. Le mélange obtenu après mastication est ensuite recraché sur une feuille de bananier. Le broyat obtenu est alors humecté avec de l'eau fraîche et l'ensemble est filtré à travers les fibres du stipe de cocotier. On obtient ainsi la boisson à base de cava qui permet de bénéficier de ses propriétés pharmacologiques. Cependant, depuis quelques décennies, la racine n'est plus mâchée pour des questions d'éthique et d'hygiène. On utilise alors une autre recette où on prend la racine séchée ou fraîche. La racine séchée ou fraîche est ensuite réduite en poudre par pilonnage, trituration ou broyage. Après, la poudre est macérée dans l'eau pour l'extraction des substances chimiques actives. La préparation est ensuite filtrée à travers un tamis. Finissons en parlant de la toxicologie du cava. En 1998, le premier cas d'hépatotoxicité apparaît en Allemagne avec une atteinte hépatique nécrotique liée à la consommation de cava. Les cas d'hépatite aiguë voire fulminante se succèdent dans d'autres pays, ce qui va aboutir à son interdiction en Europe et au Canada. Les grands consommateurs de cava souffrent d'ichthyose avec une sécheresse cutanée pélagroïde et une perte des qualités élastiques de la peau. Il y a aussi des hyperkératoses. Des réactions secondaires à des médicaments contenant du cava ont été rapportées depuis leur introduction. La plupart d'entre elles affectent la peau ou le système nerveux central. La réaction d'hypersensibilité la plus fréquente est la dermite allergique ou rage cutanée, avec papules et démangeaisons. Il y a quelques effets indésirables neurologiques qui ont été notifiés. Mais la grande question qui se pose est: est-ce qu'ils sont exclusivement liés à la consommation de cava? On a des syndromes parkinsoniens comme des dystonies et des dyskinésies. Il y a aussi de la catalepsie, des troubles oculaires, des syndromes méningés. Cependant, ces données sont contradictoires. Toutefois, il faut une utilisation prudente du cava chez les personnes âgées. Le cava est contre-indiqué dans la grossesse, l'allaitement et les dépressions endogènes. Il est aussi contre-indiqué avec la conduite de machines, donc dans la conduite de voitures et autres locomotives. Cependant, le cava bénéficie d'un nouvel intérêt. Ainsi, pour une sécurité d'emploi et pour limiter au maximum l'hépatotoxicité, les experts proposent d'encadrer la prise de cava. Donc les consommateurs doivent être informés de ces effets indésirables possibles.
et les professionnels de santé doivent être suffisamment formés aux interactions. L'OMS déconseille la prise concomitante de kava avec d'autres plantes ou médicaments. Vous pouvez retrouver le kava sur le marché principalement sous forme de poudre et de gélules. Vous pouvez réaliser votre boisson à partir de la poudre achetée, en suivant le processus de préparation décrit précédemment dans la vidéo. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Aujourd'hui, nous allons parler du Jatropha gossypifolia. Pour commencer, nous allons parler des origines du Jatropha gossypifolia. Elle est originaire d'Amérique tropicale et elle a envahi toutes les plaines des savanes en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, nous allons parler de la description botanique de cette plante. Les feuilles sont vert foncé ou plus fréquemment de couleur rouge violacée. Les fleurs sont unisexuées, violettes et en sommet de cymose. Le fruit est capsulaire, avec 3 sillons, contenant une graine sombre. Troisièmement, nous allons parler de la composition chimique de cette plante. Elle contient de la coumarine lignoïde propacine et de la phalodone. La gossypiphane, la savinine, l'acartamogonine sont antifongiques. La gadaïne et le jatrodien forment des lignanes dans la plante. Il y a la cyclalitrione et la jatropholone B qui est protecteur gastrique. Le jatropha contient des lignanes qui possèdent 2 unités monolignoles et aident à la défense chez la plante. Troisièmement, parlons des propriétés pharmacologiques de cette plante. Le jatropha possède des propriétés antipaludiques, c'est-à-dire qui permet de lutter contre le paludisme, qui est une maladie transmise par les piqûres de moustiques. Il a des propriétés antidiabétiques, c'est-à-dire qu'il peut contribuer à la régulation et la diminution du taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie. Ensuite, il a aussi des propriétés hépatoprotectrices, c'est-à-dire qu'il protège contre certaines maladies du foie, ce qui fait du jatropha un bon purgatif pour le foie. Le jatropha a des propriétés antibactériennes, c'est-à-dire qu'il lutte contre les bactéries afin de lutter contre les maladies infectieuses d'origine bactérienne. Pour continuer avec les propriétés anti-infectieuses, le jatropha a des propriétés antifongiques, c'est-à-dire qu'il permet de lutter contre les champignons afin de traiter les mycoses. Le jatropha a des propriétés anti-inflammatoires. Il peut traiter les réactions inflammatoires et les maladies qui en résultent telles que les manifestations rhumatismales, les fractures, les stomatites et les lésions génitales et urinaires. Cette propriété permet d'avoir des effets immédiats comme la diminution de la douleur et la diminution de la fièvre. Donc les effets anti-inflammatoires ont plusieurs bénéfices sur votre organisme. Dans la continuité des effets anti-inflammatoires, le jatropha a des effets analgésiques, c'est-à-dire qu'il peut gérer la douleur modérée à aiguë, ainsi que chronique. L'analgésie est la diminution ou la suppression de la sensibilité à la douleur dans un but thérapeutique. Elle consiste à interrompre la transmission du signal neuronal de douleur depuis la zone lésée, en souffrance, vers le cerveau. Pour finir, le jatropha a des propriétés anti-hémolytiques, c'est-à-dire qu'il permet de réduire la destruction des globules rouges. Ainsi, il permet de prévenir certaines maladies du sang. Quatrièmement, voyons voir certaines recettes de phytothérapie avec le jatropha. Première recette, extraction de l'huile de jatropha. Traditionnellement, l'huile de jatropha est extraite par des procédés simples. Les graines sont d'abord décortiquées, puis les amandes sont bouillies dans l'eau. L'huile surnageant dans le récipient est alors facile à récupérer. Constituée principalement de molécules fines, les huiles essentielles pénètrent aisément dans l'organisme. Par voie orale ou cutanée, les huiles essentielles ne mettent que quelques minutes à passer dans la circulation sanguine, et leurs principes actifs se dirigent rapidement vers les organes ciblés. Deuxième recette, les feuilles de jatropha sont utilisées pour soigner les hémorragies et la diarrhée. Pour ce faire, mettez 30 g de parties aériennes séchées dans 600 ml d'eau. Comme posologie, consommez 3 à 4 tasses de thé par jour. Troisième recette, sur la peau, appliquez l'huile de jatropha en routine de nuit, sur votre visage, votre corps. La texture de l'huile de jatropha est proche de celle de l'avocat, parfaite avant de se coucher, en huile démaquillante et en soin. Donc, voilà une solution très simple et économique pour remédier à vos taches de visage ou aux acnés persistants. Quatrième recette, l'huile est utilisée comme biocarburant dans les lampes. Pour ce faire, vous pouvez remplacer le pétrole des lampions par l'huile de jatropha. Cela vous permet d'opter pour une solution plus écologique et moins polluante. De plus, la réalisation de l'huile de jatropha étant très simple comme vu lors de la première recette, vous pouvez réaliser des économies lors des périodes où les prix du pétrole grimpent. Cinquième recette. Ceci n'est pas vraiment une recette, mais une astuce.
En Afrique, les plantations de jatropha sont réputées pour éloigner la foudre et les serpents. Le fait d'avoir une plante répulsive pour les serpents est très utile, surtout si vous vivez en campagne ou dans des zones proches de beaucoup de verdure et des forêts. Sur le marché, vous pouvez trouver le jatropha sous plusieurs formes, notamment en poudre, sous forme d'huile, et sous forme de thé. Finissons en parlant de la toxicologie de cette plante. Le jatropha n'est pas sans danger à des doses supérieures à la dose recommandée. À forte dose, il peut provoquer de l'hypotension, c'est-à-dire une diminution anormale de la tension artérielle, et de l'hypoglycémie, c'est-à-dire une diminution anormale du taux de glucose dans le sang. Donc, il faut faire attention et respecter les posologies. Un surdosage accroît les effets bénéfiques qui deviennent très vite des effets indésirables. Le jatropha est dangereux pendant la grossesse et l'allaitement. Il faut éviter de l'utiliser et ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Plusieurs plantes comme le jatropha sont riches en vitamine A. En effet, une dose trop importante de vitamine A pourrait perturber le développement du fœtus, en causant des malformations. Nous voici. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti pour la plante du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du Jequirity ou Abrus à chapelet dont le nom scientifique est l'Abrus precatorius. Premièrement, nous allons découvrir les origines du Jequirity. Le Jequirity est présent en Inde, en Afrique, et en Amérique tropicale. Les graines très décoratives sont utilisées pour la fabrication de chapelets ou de bijoux. Elle est très utilisée en phytothérapie dans des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, le Niger, le Mali, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Maintenant nous allons parler de la description botanique de cette plante. C'est une plante ligneuse rampante. Les feuilles alternes sont composées paripennées jusqu'à 1 à 32 foliées avec un rachis de 7 à 8 cm de long. Les folioles, petites et nombreuses, sont opposées, oblongues. La feuille est légèrement pubescente sur la face inférieure. Les fleurs sont blanches à rose pâle et apparaissent dans les inflorescences de cymose. Les gousses mesurent jusqu'à 3 cm de long, 1 à 1,2 cm de large, tomenteuses et papilleuses avec 5 à 6 graines rondes parfois dures et brillantes. Les gousses sont déhiscentes, oblongues, légèrement gonflées et à pubescence clairsemée. La couleur des graines peut être blanche, mais le plus souvent elles sont rouges vifs avec une tache noire près de leur ombilic. Le Jequirity est riche en plusieurs composés qui sont nécessaires à l'obtention de ses propriétés thérapeutiques. Voyons les voir ensemble. On distingue l'abrine qui est une toxalbumine extrêmement toxique. L'abrine est une lectine hydrosoluble, de couleur blanc jaunâtre sous forme de poudre. C'est une substance stable qui peut supporter des conditions environnementales extrêmes. L'abrine agit en pénétrant dans les cellules du corps et en inhibant la synthèse des protéines cellulaires. La gravité des effets de l'intoxication à l'abrine varie selon les modes d'exposition à la substance, inhalation, ingestion ou injection. Le Jequirity contient aussi de la trigonelline qui est un alcaloïde. C'est un zwitterion formé par l'addition d'un groupe méthyle à l'atome d'azote de la niacine. La trigonelline est un produit du métabolisme de la niacine, vitamine B3, qui est excrétée dans l'urine. Cette plante est riche en terpénoïdes comme la brucoside et l'acide oléanolique. Les terpénoïdes sont beaucoup utilisés en raison de leurs qualités aromatiques. Ils jouent un rôle dans les remèdes en herboristerie traditionnelle et font l'objet de recherches pour découvrir des effets antibactériens, antinéoplasiques ou autres effets pharmaceutiques. Pour finir avec les composés importants, on distingue les flavoquinones comme la bruquinone, A, B et C qui sont des antioxydants. Parlons maintenant des propriétés pharmacologiques de cette plante. Ce sont ces propriétés qui vont être recherchées dans les recettes de phytothérapie. Le Jequirity a des effets antibactériens contre plusieurs bactéries.
Le Jequirity va avoir aussi d'autres effets anti-infectieux en ayant une action antivirale. Il permettra ainsi de lutter contre certaines maladies virales. On continue avec les effets anti-infectieux du Jequirity. Cette plante va aussi avoir des effets sur certains parasites comme les helminthes, ce qui lui confère des effets anti-helminthiques. Pour finir avec les effets anti-infectieux du Jequirity, il agit aussi sur les champignons, ce qui lui confère des effets antifongiques, donc cette plante est efficace contre les mycoses. Le Jequirity peut être aussi utilisé en cas de toux. Elle est donc antitussif. Les terpénoïdes dont nous avons parlé précédemment, dont la brucoside et l'acide oléanolique, confèrent au Jequirity des effets anti-inflammatoires. Sur les douleurs, le Jequirity est aussi efficace. Il va permettre de soulager les spasmes, d'où son effet antispasmodique. Les spasmes sont des contractions pathologiques des muscles lisses et siègent dans le tube digestif, les voies urinaires et l'appareil respiratoire. Certaines études ont montré que le Jequirity aurait un effet contraceptif, qui permet aux femmes d'éviter une grossesse non désirée. Des extraits des feuilles ont montré in vitro, une activité anti-alpha-amylasique suggérant ainsi que la plante possède des propriétés anti-hyperglycémiques. Elle pourrait diminuer ainsi la glycémie dans les cas de diabète. Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, le Jequirity exerce un effet protecteur contre les lésions du foie. Il est hépatoprotecteur. Voyons maintenant comment utiliser le Jequirity pour obtenir les effets pharmacologiques que nous venons de voir. Pour plus d'astuces naturelles de santé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Pour commencer, voyons voir comment on fait la première recette. Pour réaliser l'infusion, prenez 20 à 30 g de feuilles séchées et versez 1 litre d'eau bouillante et laissez infuser 30 minutes. Comme posologie, prendre 2 à 3 verres de thé par jour. Pour la deuxième recette, nous allons parler de la décoction. Pour la réaliser, prenez 30 g de matière végétale séchée et ajoutez dans 900 ml d'eau. Faites bouillir en laissant mijoter jusqu'à réduction à 600 ml. Comme posologie, prenez 1 à 3 cuillerées à soupe par jour. Troisième et dernière recette, la teinture. Une teinture est un procédé consistant à utiliser une plante fraîche qu'on laisse macérer plusieurs jours dans un mélange d'alcool. La solution hydroalcoolique va extraire les composants végétaux et ainsi se charger en principes actifs. Faites une préparation 1/5 avec 30% d'alcool frais. En fait, le ratio 1/5 signifie qu'il faut préparer 5 fois la quantité d'alcool correspondante au poids de la plante, en millilitres. Comme posologie, prendre 2 à 5 ml 2 fois par jour. En Afrique de l'Ouest, l'extrait à queue à chaud des racines fraîches, des tiges et des feuilles est utilisé comme antispasmodique, anticonvulsif, aphrodisiaque, contraceptif, antivénimeux et pour faciliter l'accouchement chez la femme. Les racines séchées servent à soigner la bilharziose. Finissons en parlant de la toxicologie du Jequirity, c'est-à-dire les effets indésirables et contre-indications. La graine du Jequirity est hautement toxique. Elle contient de l'abrine. Pour un enfant, croquer une seule graine peut être mortel. Une dose de 40 à 150 microgrammes entraînerait une intoxication grave chez un adulte, 75 à 150 microgrammes peut tuer un enfant. Le Jequirity ne doit pas être utilisé par la femme enceinte ou allaitante. À cause de ses effets anti-hyperglycémiques, il faut éviter son surdosage ou son utilisation avec des médicaments hypoglycémiants car cela va causer de l'hypoglycémie. Pour finir avec la toxicologie, le Jequirity pourrait causer des troubles hémorragiques, donc des saignements prolongés. Nous voici à la fin. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hysope africaine ou Newbouldia levis. Elle est de la famille des Bignoniacées. Elle se distribue dans les forêts denses entre la Guinée et le Congo mais aussi au Bénin. Si vous aimez notre travail, merci de nous soutenir en vous abonnant. C'est parti. Quelles sont les origines de cette plante? L'hysope africaine est une plante originaire des régions méditerranéennes. Elle pousse notamment sur les terrains secs, arides et rocailleux du nord de l'Afrique, c'est-à-dire le Maghreb. Elle se cultive facilement. Description botanique.
L'hysope africaine possède de nombreuses tiges et racines ligneuses et duveteuses. C'est-à-dire qu'elle contient suffisamment de faisceaux lignifiés pour que ces tiges soient résistantes. L'aspect duveteux s'explique par le fait que les tiges soient lisses comme du duvet. Ses racines sont ramifiées et dures. L'hysope africaine est reconnaissable par ses feuilles dégageant des arômes de camphre et de menthe. De couleur verte et disposées par paires de façon opposée, les feuilles de l'hysope sont lisses, pointues et étroites. L'hysope africaine développe de petites fleurs dont la couleur est généralement bleu-violacé mais peut également être blanche, rose ou rouge. Quels sont les différents constituants chimiques de cette plante? Les composés importants sont les flavonoïdes et les sesquiterpènes. Les flavonoïdes sont antioxydants et ralentissent le vieillissement cellulaire. Ils sont également vénotoniques et stimulent l'ostéogenèse. Les sesquiterpènes ont des effets sur le système nerveux central, des actions antimicrobiennes et antitumorales. Les lactones sont présentes dans l'huile essentielle. Elles possèdent des fonctions cétones et jouent le rôle de régulateur de croissance, de détoxifiant et de stimulation de l'activité enzymatique hépatique et rénale. Les lactones diterpéniques confèrent à la plante des fonctions mucolytiques et expectorantes. Troisièmement, l'hysope africaine contient des choline et des acides phénols, comme l'acide rosmarinique, l'acide caféique, et l'acide chlorogénique. Ils sont généralement antioxydants. La choline contribue au métabolisme des lipides et permet de maintenir un fonctionnement hépatique optimal. Quatrièmement, ils contiennent des monoterpènes qui sont fréquents dans l'huile essentielle. Ils sont par exemple antiseptiques, expectorants, antiviraux et antalgiques. Il y a aussi des triterpènes qui sont dotés de potentialités hormonales, immunomodulantes et anticancéreuses. Cinquièmement, ils sont constitués d'antagonistes des récepteurs GABA. Il s'agit de la pinocanphone et de la thuyone. La pinocanphone est le principal constituant de l'huile essentielle et elle fluidifie la sphère pulmonaire. La thuyone est sédative et antivirale. Ce sont des cétones monoterpéniques. Pour finir, il y a des diterpènes et la proanthocyanidine. Les diterpènes sont connus pour être antimicrobiens et anti-inflammatoires. La proanthocyanidine est un polymère de flavonoïdes, précurseur des tannins. Elle est anti-infectieuse et vénotonique. Tous ces composés confèrent à l'hysope africaine des propriétés pharmacologiques. De par sa forte composition en monoterpènes, l'hysope africaine a des propriétés antiseptiques. C'est-à-dire qu'elle détruit ou prévient le développement des agents infectieux comme les micro-organismes, les champignons et les virus sur les muqueuses ainsi que la peau. Grâce à des composés comme la pinocanphone et les lactones diterpéniques, cette plante a des propriétés expectorantes par fluidification des sécrétions bronchiques. Ces composés confèrent également à l'hysope africaine des propriétés mucolytiques, en dissolvant le mucus. Cela fait de cette plante un choix idéal en phytothérapie pour traiter la toux grasse et le rhume. Quatrièmement, l'hysope africaine a des propriétés anti-asthmatiques. En effet, la pinocanphone est relaxante des muscles lisses et inhibe les contractions iléales induites par l'acétylcholine et le chlorure de barium. En fait, dans l'asthme, l'acétylcholine augmente le tonus du muscle lisse des bronches. Ainsi, en inhibant l'acétylcholine, la pinocanphone a des propriétés anti-asthmatiques. Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, l'hysope africaine est stimulante générale. C'est-à-dire qu'elle est utile pour remédier à la fatigue mentale et physique. Elle va ainsi stimuler l'état d'éveil et la concentration. Cette propriété est fortement liée aux fonctions cétones des lactones présentes dans la plante. Comment extraire l'huile essentielle d'hysope africaine? L'huile essentielle est obtenue par distillation complète à la vapeur d'eau. Ici, la plante est mise dans un alambic où est injectée de la vapeur d'eau formée par une chaudière, ce qui va libérer les molécules odorantes. La vapeur chargée d'huile essentielle est ensuite condensée avant d'être récupérée dans un essencier. Voici quelques recettes de phytothérapie réalisables avec l'hysope africaine. Première recette, recette contre l'hypertension artérielle. En cas d'hypertension artérielle, on peut consommer l'hysope sous forme de tisane. Prendre une poignée de feuilles fraîches, ou une cuillère à café de feuilles séchées. Ensuite, ajouter de l'eau et mettre à ébullition pendant 10 minutes. Laissez infuser avant de filtrer la préparation. Votre tisane est ainsi prête. Vous pouvez prendre une petite tasse le matin. Deuxième recette, recette contre les bronchites. L'huile essentielle d'hysope africaine est exclusivement utilisée en usage externe, et uniquement sur avis médical. Elle peut être préconisée par un professionnel de santé pour le traitement d'affections pulmonaires et bronchiques. Pour l'utiliser, versez une goutte d'huile essentielle d'hysope africaine dans une cuillère à café d'huile végétale. Ensuite, comme posologie, massez le thorax 2 à 3 fois par jour pendant 7 jours maximum. Troisième recette, recette contre l'ictère. L'ictère est une coloration jaune des muqueuses et de la peau, qui révèle la présence de pigments biliaires dans les tissus.
Elle est causée par un excès de bilirubine issu des globules rouges dans le sang. En cas d'ictère, triturez mes feuilles d'hysope et ajoutez du jus de citron. Laissez reposer pendant 15 minutes et buvez l'eau obtenue. Sur le marché, l'hysope africaine est disponible sous de nombreuses formes. Vous pouvez la trouver sous forme de poudre avec des feuilles qui ont été écrasées et broyées. Et vous pouvez trouver les feuilles séchées. Nous allons finir par la toxicologie. En cas de surdosage, l'hysope africaine peut être épileptogène, c'est-à-dire, causer des épilepsies. En effet, la pinocampone et la thuyone inhibent les cétones sur la respiration cellulaire, ce qui est source d'épilepsie. La dose journalière admissible de la thuyone est de 0,11 mg par kg de poids corporel par jour. On estime qu'il faudrait entre 2 et 20 tasses de tisane pour atteindre cette dose. L'utilisation médicinale de cette plante est alors sûre. L'huile essentielle d'hysope africaine est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants. L'utilisation de l'huile essentielle est interdite pendant la grossesse car les composés actifs présents passent par le sang qui va nourrir l'embryon ou le fœtus. De plus, les huiles essentielles sont des préparations très concentrées en composés actifs. Elle est également à proscrire pour les personnes présentant des troubles nerveux. Comme vu précédemment, l'hysope africaine a des propriétés stimulantes générales en corrigeant la fatigue mentale et physique. Donc chez des personnes présentant des troubles nerveux, cet effet ne fera que décupler leurs symptômes. Donc il y a de l'agitation et de l'anxiété. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler du ricin, Ricinus communis. Merci de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos pour contribuer à notre développement. C'est parti pour la vidéo du jour. Quelles sont les origines du ricin? L'origine du ricin est l'Afrique tropicale. Il est développé en tant que plante ornementale dans diverses régions de l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Europe. Il est largement cultivé dans la plupart des régions tropicales et subtropicales sèches. Quelles sont les caractéristiques botaniques du ricin? Les feuilles sont alternées, grandes, parfois de plus d'un pied, palmées de 7 à 9 lobes, glabres, vertes glauques, avec une veine médiane de couleur rougeâtre, dentées irrégulièrement, rouges à leur développement, portées par de longs et forts pétioles glanduleux vers leur sommet. La tige du ricin est dressée, robuste, rameuse avec des branches à nœuds visibles et cicatrices annulaires, généralement glauques, parfois vertes ou rouges, un peu fistuleux, bien unies, rondes, lisses, ramifiées seulement dans le haut. Les fleurs sont monoïques, et forment de grosses grappes redressées, rameuses. Les fleurs mâles sont situées dans le bas de l'inflorescence, composées d'un calice de 5 pièces sans corolle. Les fleurs femelles ont seulement 3 folioles au calice, et au-dessous de petites écailles. Les fruits sont des capsules triconiques, forme de 3 lobes, hérissées de pointes et plus ou moins déhiscentes à maturité en saison sèche. Les capsules renferment généralement 3 graines de couleur marron clair, marron rouge ou gris tachetées de blanc. Les graines sont contenues dans chacune des loges du péricarpe, elles ont presque la forme d'un haricot moyen, sont piriformes, ovoïdes, allongées ou plates, luisantes marbrées de gris rougeâtre et de blanc. À l'intérieur de la graine se trouve une amande oléagineuse qui est très toxique. La racine du ricin est pivotante puissante à racines latérales marquées. Quels sont les différents constituants chimiques du ricin? Dans les graines de ricin mûr, 90 à 95% de toutes les protéines trouvées dans les graines sont stockées à l'endosperme où les protéines cristalloïdes représentent 70 à 80% des protéines totales et sont insolubles dans l'eau. Les fractions solubles résiduelles de protéines sont des pectines. Comme autre fraction de protéines résiduelles, on a aussi les albumines. Les graines contiennent 45% d'huile fixe. Elles sont riches en glycosides d'acide ricinoléique, isoricinoléique, stéarique et dihydroxystéarique. Ces graines contiennent également de la lipase et un alcaloïde toxique qui est la ricinine. Quant à la lipase, c'est une enzyme qui hydrolyse les liaisons ST des triglycérides en présence d'une colipase et des sels biliaires à faible concentration. Le ricin contient une grande glycoprotéine, sous forme de poudre blanche à l'état pur, hydrosoluble. La totalité de la plante semble toxique en raison de la présence d'une lectine glycoprotéique. La concentration en ricin est maximale dans les graines. Les feuilles de ricin comportent des flavonoïdes qui ont pour rôle la protection et la dilatation des vaisseaux sanguins, une action anti-allergique et anticoagulante. On y retrouve le camphophérol 3-O-bêta des rutinosides. Il y a aussi dans les feuilles le camphophérol 3-O-bêta des xylopyranoxydes qui a un rôle de métabolite.
Les feuilles sont riches en composés phénoliques comme l'acide gallique et l'acide gentisique. Ils ralentissent le vieillissement de la peau et les rides. En effet, leur rôle d'antioxydant naturel suscite d'intérêt pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, cardiovasculaires et neurodégénératives. Comme autres composés phénoliques, il y a l'acide élagique et la quercétine. L'acide élagique module l'inflammation et pourrait bloquer les infections virales. La quercétine permet de lutter contre le stress oxydatif en captant et en bloquant l'activité des radicaux libres. Pour finir avec les composés phénoliques, il y a la rutine et l'épicatéchine. La rutine joue un rôle dans la prévention du vieillissement cutané et exerce une action bénéfique sur la circulation veineuse. L'épicatéchine joue un rôle d'anticoagulant. Les feuilles possèdent également des tanins qui possèdent la capacité de précipiter les protéines, alcaloïdes ou polysaccharides en solution aqueuse. Ils présentent aussi des propriétés antioxydants, antibactériennes et parfois calmantes. Ils jouent un rôle d'arme chimique défensive contre certains parasites. La présence de l'acide indole 3-acétique connu sous le nom AIA est retrouvée dans les feuilles qui est l'une des auxines, phytohormones responsables de la croissance végétale, les plus connues. Les auxines sont une classe d'hormones végétales qui favorisent la division cellulaire, la croissance des tiges et des racines. Comment extraire l'huile essentielle de ricin? Les graines sont broyées en pulpe et pressées à l'aide d'une presse à vis sans fin, afin d'en extraire l'huile de première pression. La fraction d'huile encore présente dans le résidu solide du pressage est ensuite extraite à l'aide d'un solvant, conventionnellement l'hexane. L'huile d'extraction est alors récupérée par distillation. L'huile essentielle de ricin présente l'aspect d'un liquide visqueux et une couleur, incolore à jaune clair avec une odeur caractéristique et collant au toucher. Tous les composés que nous venons de voir sont à l'origine des propriétés pharmacologiques du ricin. Le ricin a des propriétés anti-inflammatoires grâce à ses nombreux composés phénoliques. Le ricin a de nombreuses propriétés anti-infectieuses. Il permet de lutter contre certaines infections bactériennes. Parmi ces propriétés anti-infectieuses, il y a aussi des propriétés antivirales pour lutter contre certains virus. Il va aussi avoir une action antalgique pour soulager les douleurs. Le ricin va favoriser aussi la désinfection et la cicatrisation des plaies. Ensuite, le ricin fixe l'eau à la peau pour une meilleure hydratation. Le ricin va avoir un rôle dans le domaine dentaire en soulageant l'odontalgie, c'est-à-dire les douleurs dentaires. Au niveau du tube digestif, il est digestif et laxatif en accélérant le transit afin d'aider à évacuer les selles. Pour finir, il a des propriétés purifiantes en débarrassant la peau des impuretés. Voici quelques recettes de phytothérapie. Si vous appréciez notre travail, merci de nous soutenir en vous abonnant. Première recette, traiter et blanchir les ongles jaunis à l'aide de l'huile de ricin. Mélangez une goutte d'huile essentielle de citron, une goutte d'huile végétale de ricin. Ensuite, appliquez le mélange sur les ongles jaunes, chaque soir avant le coucher pendant 3 semaines. Il faut utiliser cette recette à partir de 15 ans. Deuxième recette, nourrir et améliorer la pousse de la barbe à l'aide de l'huile de ricin. Mélangez une cuillerée à café d'huile végétale de ricin, une cuillerée à café d'huile végétale de coco, une cuillerée à café de beurre de karité. Travaillez le mélange puis conditionnez-le dans un récipient en verre opaque. Chaque matin ou soir frictionnez vos mains puis massez votre peau et les poils de votre barbe avec une noisette de ce soin. Effectuez ce procédé 3 fois par semaine. Troisième recette, recette d'huile de ricin pour faire pousser les cils et sourcils. Versez une goutte d'huile végétale de ricin sur un bâtonnet ouaté ou une brosse à cils propre. Le soir, appliquez délicatement, tout d'abord sur la longueur des cils puis à la base des cils au niveau de l'extérieur des paupières supérieures et inférieures. Veuillez à ne pas faire rentrer l'huile en contact avec vos yeux, celle-ci peut être irritante. Quatrième recette, recette pour soulager les douleurs musculaires. Vous pouvez utiliser l'huile de ricin en massage pour soulager vos douleurs musculaires et articulaires et même les coliques de bébé. Dans ce dernier cas, faites chauffer une toute petite dose d'huile dans le creux de vos mains avant de masser délicatement son corps, dans le sens des aiguilles d'une montre. Cinquième recette, recette contre les insomnies. Vous pouvez imbiber des cotons d'huile de ricin, à mettre dans vos oreilles avant de dormir. Vous pouvez aussi appliquer en cataplasme pendant 1 heure sur votre plexus solaire. Ainsi, vous devez chaque jour chauffer l'huile,
puis en imbibez un grand morceau de tissu que vous recouvrirez avec du film alimentaire ou du scotch dermique avant de maintenir le tout avec une bande de crêpe. Recouvrez d'une bouillotte pour maintenir la chaleur. Sur le marché, le ricin est disponible sous de nombreuses formes, comme l'huile essentielle et les graines. Nous allons finir en parlant de la toxicologie du ricin. L'ingestion d'huile essentielle de ricin peut présenter des dangers. Un surdosage peut entraîner une diarrhée intense, provoquant elle-même une déshydratation dangereuse. Cela peut aller jusqu'à la mort, en particulier chez l'enfant. Les graines de ricin et leur poussière sont très allergéniques. Cela peut causer l'asthme, l'œdème de Quincke et un choc anaphylactique. L'utilisation orale est contre-indiquée durant la grossesse, pendant l'allaitement et chez le bébé. Il existe aussi un risque d'interaction médicamenteuse, notamment avec des anti-inflammatoires. C'est pourquoi vous devez toujours prendre un avis médical avant d'ingérer l'huile essentielle de ricin et respecter scrupuleusement la durée et le dosage prescrit. Nous voici à la fin de cette série de vidéos d'1 heure. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. À la prochaine.